Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler des superstitions. Intro. Pour la plupart des superstitions que nous allons aborder aujourd'hui, elles se passent au Moyen-Âge, appelée aussi période médiévale. C'est une période d'environ 1000 ans en Europe qui sépare l'Empire romain d'Occident, 742 après Jésus-Christ, à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Pourquoi le chat noir porte-t-il malheur? Dans plusieurs cultures, le chat noir est un présage de la mort. Les mythes et légendes sur ce sujet sont nombreuses. J'en ai retenu deux. Une superstition de l'époque du Moyen-Âge tend à penser que les chats sont les animaux de compagnie des sorcières. Il se disait qu'elles pouvaient se transformer en chat 9 fois uniquement. C'est pour cette raison que le chat a 9 vies. Leur couleur noire est assimilée au deuil et au diable, jouant en leur défaveur. Dans la mythologie grecque, il y a le mythe de Galantis. En version courte, Galantis est une fille du peuple dévouée à sa maîtresse. Alors qu'Alcmède doit accoucher d'Héraclès, sa délivrance est empêchée par Laïki, déesse de l'enfantement. Elle a étreint ses mains, croisa les jambes et les doigts pour empêcher l'accouchement, suivant les ordres d'Héra jalouse. Pour rappel, Héraclès est le fils illégitime entre Zeus et une mortelle. Donc, Héra, elle a les boules, elle s'est fait cocu et elle appelle la copine pour aider. Mais Galantis aperçoit la déesse et se joue d'elle. Sort annonçant la naissance du bébé. Lytie relâche son effort et Alcmène est délivré. Essuyant la moquerie de Galantis, la déesse se venge en la métamorphosant en belette ou en chat. Elle est pas très joueuse. Après quelques recherches plus approfondies, on parle plus de belette que de chat. Petit extrait du texte. Lucine transforma ses bras en pattes antérieures. Son aile d'antan subsiste et le pelage de son dos n'a rien perdu de sa couleur. Mais sa forme est différente de ce qu'elle était. Pour avoir aidé une femme en couche d'une bouche menteuse, elle enfante par la bouche et comme avant, elle hante nos maisons. En effet, les anciens croyaient que les belettes conçoivent par l'oreille et enfantent par la bouche. Pline l'Ancien parle de belettes qui hantent nos maisons. Et Pierre Chantraine souligne que la belette et non le chat est utilisée comme animal domestique pour chasser les souris. Je vous laisse juger de l'interprétation du texte par vous-même. Petite parenthèse, les matous à pelage noir peinent à être acceptés en famille d'accueil et attendent en moyenne 2 fois plus de temps que ses autres congénères. Non seulement le pelage noir est un frein à l'adoption, mais en plus de ça, il est abandonné 2 fois plus souvent. Pourtant, un pelage noir est un atout. Selon une étude publiée dans la revue scientifique PLOS Genetics, un pelage noir serait signe de longévité chez les animaux. La couleur noire provient de ménanisme, le gène B, un phénomène génétique qui provoque la coloration du poil de l'animal. C'est aussi pour ça que ces animaux ont les yeux jaunes. Et pour info, tous les 17 août aux États-Unis, il est fêté le Black Cat Appreciation Day. C'est la journée internationale du chat noir. Pourquoi passer sous une échelle porte-t-il malheur? En dehors de se prendre quelque chose sur le coin de la on retrouve plusieurs explications dans ce cas. Dans la Bible, l'épisode du livre de la Genèse, plus exactement l'échelle de Jacob, ou songe de Jacob. Fuyant son frère Ésaü, qui a juré de se venger à la suite de la prise de la bénédiction d'Isaac, Jacob se rend à la demande de sa mère à Haran pour trouver femme à marier dans la famille de celle-ci. Arrivé à Luz, oui, c'est un bon nom de ville, il fait un rêve où il voit une échelle entre ciel et terre, d'où les anges descendent et montent. Dieu se révèle à lui et renouvelle l'alliance contractée avec ses pères. À son réveil, Jacob complète l'alliance et consacre l'endroit, qui sera désormais nommé et qu'on appellerait Kézak. Bethel, la maison de Dieu. S'il passe en dessous, il brise donc la liaison entre la terre et le ciel. Toujours dans la Bible, on a adossé une échelle sur la croix lors de la crucifixion de Jésus. Donc la mort de Jésus et la trahison de Judas est symbolisée par celle-ci. Et pour changer de la religion, en France et en Angleterre, il est coutume que le condamné de pendaison passe sous l'échelle alors que le bourreau le contourne. C'est toujours aussi joyeux ces explications.
Pourquoi croiser les couverts porte-t-il malheur? D'origine plutôt inconnue, croiser les couverts attiserait querelles et disputes. Au Moyen-Âge, cette superstition équivaut à croiser le fer, les hommes réglant leurs conflits en se battant en duel. Croiser le fer signifiant alors se battre. Il peut aussi s'expliquer par le supplice de saint André. Encore une fois, en version courte, et la religion s'y mêle. André est le frère de Simon-Pierre, Saint-Pierre, et a comme profession pêcheur. Un jour, alors que André et Simon-Pierre pêchaient dans le lac de Tibériade, le Christ vint et leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». À partir de ce jour, ils accompagnèrent Jésus. Après la Pentecôte, André fut chargé d'évangéliser les rives de la mer Noire, la région du Danube, la Thrace, la Macédoine et la Grèce. Rien que ça. La tradition lui fait prédire le brillant destin religieux et politique de Kiev, la première capitale de la Russie. Durant ces expéditions, il convertit de nombreux païens. Mais à Patras, l'actuelle Patra en Grèce, la légende dorée raconte que le proconsul Aegaetus, dont saint André avait converti l'épouse, lui avait offert l'alternative suivante: sacrifier aux idoles ou mourir sur la croix. Ayant choisi le martyre, l'apôtre survécut pendant 2 jours, durant lequel il prêcha à la foule, qui s'indigna et menaça le proconsul de mort. Celui-ci chercha donc à le faire descendre de la croix, mais on ne put le délier. Qui a fait ce nœud à la... En effet, le saint avait supplié le Seigneur de le laisser mourir sur la croix, subissant les mêmes tourments de ce dernier. Soudain, une lumière vive l'enveloppa, et lorsqu'elle se dissipa, il était mort comme il l'avait souhaité. Petit fun fact, le duel est avant tout un combat, avec ses règles propres, entre 2 adversaires voulant réparer une offense. Dès l'an 501, une loi émise par le roi des Bourguignons codifie le duel en tant que combat judiciaire. Apparaît alors la notion de champion, permettant aux plaignants, ne se sentant pas capables de combattre, d'être remplacés. Au duel judiciaire, jusqu'en 1547, s'ensuit le duel d'honneur. Cette pratique traverse les siècles. Certains hommes étaient plus friands de duels que d'autres. Dans les plus connus, Victor Hugo est un garde du corps à Versailles en juillet 1821. Mais le 6 février 1626, le cardinal Richelieu, dont le frère était mort en duel, fait interdire la pratique du duel. Mais ceci ne marque pas la fin, d'autant plus que l'interdiction le rend encore plus attractif. Sous la bienveillance de l'autorité, cette pratique devient une mode. Les gens se battent souvent pour des futilités et il était très mal vu de refuser un duel sous peine de perdre sa réputation et se retrouver ainsi exclu de la bonne société. Entre 1826 et 1834, il y eut plus de 200 morts en France par duel. Il disparaît naturellement après la Première Guerre mondiale. Le dernier duel connu en France aurait pourtant lieu bien longtemps après la guerre mondiale. En 1967, 2 députés, Gaston Defferre et René Ribière, se battent suite à une insulte prodiguée à l'Assemblée nationale. Le combat sera remporté par alors maire de Marseille, où son adversaire sera juste blessé. Les photographies seront d'ailleurs publiées dans le Paris Match. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des 2 adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même, et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque, sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas, de vous abonner et n'hésitez pas de laisser vos commentaires en description. Quelqu'un a dit « Il n'y a jamais de questions idiotes que des réponses idiotes ». Alors soyez curieux.